Oui, donc je disais, pardon, j'ai fait passer le programme du séminaire, là, que vous avez peut-être déjà reçu. Il y a le programme de la chaire ici pour ceux qui le souhaitent. Et donc, je disais, genre, je ne sais pas si c'est le cas des personnes qui viennent d'arriver, je disais que si vous vouliez le valider dans le cadre d'un master, ce séminaire, il faut entrer en contact avec moi et qu'on trouve une modalité pour la validation qui, en général, est un mini-mémoire et ou un exposé. Et j'avais dit, la dernière séance du semestre est réservée aux travaux des étudiantes. Ça peut être, et encore une fois, ça peut être soit pour la validation, soit pour présenter des choses que vous avez envie de présenter. Par exemple, dans le cadre d'un stage à l'hôpital, imaginons, quelqu'un qui aurait envie de simplement faire un retour d'expérience de 10 minutes sur son stage serait tout à fait bienvenu pour le faire, pas de problème. Voilà, donc en tout cas, c'est possible de le valider ou de ne pas spécialement le valider. Et du coup, donc, le séminaire de philosophie clinique, plus spécifiquement, s'efforce de traiter un certain nombre de questions de philosophie à partir de l'expérience clinique, à partir de ce que l'expérience clinique en dégage d'assez particuliers, parfois, et des angles, il me semble-t-il, parfois un petit peu nouveaux sur des questions que la philosophie a, pour certaines, l'habitude de traiter, pour d'autres, pas tellement l'habitude de traiter aussi. Et il s'agit de faire saillir un peu ces points et de les proposer à la discussion. Et très souvent, d'ailleurs, dans les interventions qu'on a pu entendre jusqu'ici, il était aussi question du concept même de philosophie clinique, c'est-à-dire de se dire qu'est-ce qu'on peut entendre quand on accepte d'endosser ce genre d'étiquette ou quand on ne souhaite pas l'endosser, mais pourquoi on ne souhaite pas l'endosser particulièrement. Donc, il y a aussi l'idée d'un point de méthode qu'il s'agit de faire, puisqu'il y a une série de personnes qui cherchent à faire de la philosophie actuellement à l'hôpital sur des questions du soin. Ça devient une question effectivement assez centrale et ça doit être aussi un objet de discussion, de savoir comment on fait, qu'est-ce qu'on en attend exactement, qu'est-ce qu'on prétend faire à travers ça. Et si vous avez parcouru un peu le programme des séminaires, l'objectif est comme à chaque fois de mêler des soignants qui se lancent à faire un projet de recherche en sciences humaines plus largement, souvent en philosophie quand même. Le chapitre de philosophie dans le séminaire de philosophie est assez accueillant. Hein. On n'est pas obligé de faire uniquement de la philosophie au sens le plus strict disciplinairement, mais c'est quand même un peu ça le centre de gravité, disons. Bon, il y a une tradition très ancienne pour dire que philosophie, c'est un peu tous les savoirs aussi en un sens, et donc on peut s'appuyer là-dessus, disons. Et donc vous verrez qu'on accueille à la fois donc, des soignants qui entreprennent souvent une thèse ou qui ont déjà fait une thèse et qui viennent présenter des travaux de philosophie, et inversement, des philosophes ou d'autres disciplines de sciences humaines qui viennent présenter leur manière d'aborder des questions de soins, et l'idée étant à chaque fois du coup qu'il y a une richesse dans le fait de croiser les perspectives, dans le fait d'aborder les choses d'une manière disons, depuis le pôle du soin ou depuis le pôle de la philosophie pour aller très très vite, même si tout ça est sans doute un peu grossier en fait, demande à être affiné. Voilà. Alors, ça se conçoit comme un séminaire de recherche aussi, c'est-à-dire que ici, il n'y a pas effectivement un cours continu dont vous pourrez dire que vous sortez nécessairement plus savant sur tel point particulier qui serait vraiment suivi de manière méthodique. C'est des facettes de différentes recherches un peu en cours, avec l'idée, si possible, de créer une petite communauté au fur et à mesure, enfin sans aucune obligation non plus, hein, etc., mais de permettre. Et du coup, ça suppose aussi, il me semble, que certains exposés, du coup, sont nécessairement un petit peu pointus. Et il faut peut-être accepter cela en se disant voilà, qu'il y a peut-être certains passages qui nous passent un peu au-dessus de la tête parce qu'on n'a pas tel ou tel prérequis.
L'essentiel, me semble-t-il, dans ces cas-là, est que l'auditoire ne soit pas perdu constamment, mais il faut accepter d'être parfois un petit peu perdu quand quelqu'un vient nous présenter une recherche, d'autant plus que le propre de la recherche, c'est qu'on tâtonne et qu'on ne sait pas forcément, on n'a pas forcément une expression absolument cadrée de ce qu'on est en train de présenter. Voilà, à peu près sur l'idée du séminaire en lui-même. Si jamais il y a des questions sur l'organisation, tout ça, on pourra à la fin aussi prendre un petit temps, si vous voulez bien, pour ça. Et, pardon, je vous fais passer aussi les textes sur lesquels on pourra s'appuyer pendant la séance. Que je vais donner par Zoom aussi. Alors, je pense qu'il faut que j'aille dans discussion. Ah oui, alors, attendez, il faut que j'enlève le partage. J'arrête le partage pour pouvoir envoyer le document et après je reprendrai le partage. Ok, normalement pour Zoom, le fichier est parti dans la discussion et j'en mets un autre si on a le temps de travailler. Un chapitre de Foucault. C'est bon, Michel, par exemple, est-ce que vous pouvez me confirmer qu'on reçoit bien dans la discussion, dans le fil de discussion de Zoom, les documents pour la séance? On a la place du pathos. Voilà, et Foucault, souci de soi, normalement, qui doit voilà, aussi. bientôt vous arriver. C'est tout bon, et je reprends le partage. Bon. Et on va pouvoir... Ok, voilà, normalement, le partage a repris aussi. C'est tout bon. Très bien. Alors, je disais qu'un travail de recherche n'était pas forcément très cadré et complètement finalisé. Je vais en donner un exemple tout de suite, avec du coup cet essai pour réfléchir sur la place du pathos en éthique médicale. Et pour moi, du coup, ça doit être aussi l'occasion plus largement d'essayer de réfléchir à savoir si on peut donner une place au pathos plus largement en philosophie même, et si oui, bien sûr, laquelle, comment ça doit s'articuler avec une argumentation et une conceptualisation. Alors tout ça est évidemment très ambitieux, peut-être beaucoup trop ambitieux à ce stade, mais quand même c'est ça que je voudrais essayer d'essayer de poser, d'examiner avec vous, d'essayer d'en trouver éventuellement quelques pistes. Le point de départ pour moi de cette réflexion un peu factuelle est que quand on parle du pathos, d'abord le terme est très souvent péjoratif, hein, pathos ça signifie très souvent exprimer avec exagération, avec emphase, un petit peu en rajoutant et sous la forme de la comédie une douleur, dans le but de faire un effet, et de faire un effet un petit peu excessif, possiblement sur l'auditoire. Et de manière un peu factuelle, je crois que la philosophie du soin dans laquelle j'essaye de me situer, disons, et la manière dont j'essaye de faire ça, et l'éthique médicale, je crois que très factuellement, j'ai reçu plusieurs fois l'objection de me dire tu fais un peu du pathos à partir des questions médicales. Ou alors j'ai cru l'entendre peut-être à tort. Et d'ailleurs, c'est un reproche qu'on peut faire plus largement aussi aux philosophies du care, plus installées comme telles, chez Carol Gilligan ou éventuellement chez Tronto, d'être
du coup, des descriptions un petit peu excessivement larmoyantes, plaintives de la souffrance humaine, quelque chose comme une sursensibilité à l'expérience de la maladie, une sensibilité excessive à l'affliction, aux larmes. Enfin, voilà, vous voyez à peu près ce que je veux désigner par là. Et je suis bien conscient, et je vais essayer d'en traiter un petit peu à un moment, des écueils qu'il peut y avoir effectivement dans cet excès du pathos. J'en citerai un tout premier parce que je n'ai pas plus le moyen que ça, pardon, de le développer, mais c'est important quand même. Ça pose la question, évidemment, par exemple, chez les soignants, de la fatigue compassionnelle. Si je me laisse aller au pathos, à être réellement pris de pitié, dans une très grande sensibilité à la douleur extrêmement singulière, et pour l'individu qui est en face de moi, totale, et que je fais ça à répétition au cours de ma journée de soignant, on peut comprendre qu'il y a quelque chose de possiblement épuisant là-dedans, d'intenable strictement, et qui est quelque chose comme une protection nécessaire à l'égard de ce pathos. Dans l'annonce de maladie que j'ai un peu étudié, parfois les patients, d'ailleurs, retranscrivent cette injonction un peu brutale qu'ils reçoivent à moi-même d'exprimer quoi que ce soit de certains soignants leur disant « Ah, vous n'allez pas craquer hein. ». Donc, se protégeant d'emblée du fait que ça pourrait être effectivement très dur à supporter, hein, voilà. Et qui parfois est une injonction un peu maladroite parce que ce n'était pas exactement comme ça que le patient pensait réagir, disons. Mais évidemment, donc, ce que je vais essayer de défendre quand même, c'est qu'il faut accepter de faire au pathos une certaine place en éthique médicale, pour penser le soin, peut-être même en philosophie, disons. Mais du coup, tout l'enjeu, me semble-t-il, c'est de trouver une formulation pour le pathos qui ne soit pas morbide, mortifère seulement, qui puisse exprimer la profondeur, si possible, de la souffrance. Une des grandes difficultés, c'est de croire avoir exprimé la souffrance et puis d'être resté en surface complètement. On y reviendra. Mais il me semble que tout l'enjeu, c'est comment trouver à formuler un pathos vivant et un usage vivant du pathos qui soit du coup réellement au service du soin et pas simplement soit de la complaisance éventuellement dans la souffrance, la douleur, dans lequel on peut finir par trouver de manière étrange un certain plaisir, effectivement, ni une mélancolie purement désespérée qui, du coup, nous rendrait complètement inactifs et, au lieu de nous réveiller, de nous rendre plus sensibles, nous paralyserait complètement. Une des questions que cela pose, du coup, c'est est-ce qu'il faut parler du pathos de manière elle-même pathétique? C'est-à-dire, est-ce que l'introduction du pathos, soit dans l'éthique médicale, soit dans la philosophie, doit elle-même, peut se permettre d'employer un ton pathétique? Et je crois que ce que j'aimerais défendre, c'est que oui, qu'il faut accepter du coup peut-être de transgresser un peu les frontières des genres qui n'ont pas de raison d'être complètement sanctifiés par ailleurs. Et en partie, bien sûr, le pathos, quand le philosophe ou l'éthicien, on va utiliser ce néologisme pas forcément très agréable, mais le philosophe peut bien sûr aller prendre du matériau ailleurs, dans la littérature existante, dans la très grande littérature comme dans la petite littérature aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé, dans ma thèse, travailler sur des témoignages de patients qui n'étaient pas des chefs-d'œuvre littéraires, mais qui avaient une vraie force, justement pathétique, je crois, y compris à travers leur certaine maladresse d'écriture, parfois.
Et si on n'essaie pas de leur faire porter sur les épaules une comparaison avec Proust, où effectivement c'est difficile à tenir, il y a un usage tout à fait possible, une place légitime de ce genre de littérature. Donc il y a la possibilité de l'emprunt, disons, de l'emprunt à des textes préexistants, mais il y a aussi la possibilité d'écrire de la philosophie avec un certain pathos, de l'assumer. Je pense par exemple à ce trait de style très étonnant de Bergson, des points d'exclamation. Bergson, c'est le philosophe massivement, chez lequel vous trouvez des points d'exclamation. Très peu de philosophes se le permettent. Certains bergsoniens, comme Frédéric Worms par exemple. Voilà, vous voyez qu'il en est nourri, et donc ça revient. Mais du coup, il y a cette manière d'assumer comme ça une écriture philosophique elle-même qui est traversée par l'émotion et qui cherche à l'imprimer chez le lecteur, il me semble. Et comme deuxième exemple qui me viendrait à l'esprit, il y aurait Rousseau, il me semble, chez qui il y a justement toute une recherche de la manière dont l'écriture même doit pouvoir transcrire l'émotion de la manière la plus naturelle possible, la plus fidèle possible, et qu'il y a là sans doute une tâche proprement philosophique, en fait, et pas seulement d'écriture, disons. Et alors, cette question, elle m'était aussi venue, juste pour situer encore un peu le discours, à partir aussi d'un autre projet qu'on mène à la chaire qui s'appelle les gestes du soin, dans lequel on a longtemps, et puis on continue un petit peu à le faire, alterner dans la même séance un témoignage par une soignante, une infirmière, en général c'est des femmes, une infirmière de tel geste, et puis une reprise philosophique. Et ce dont on s'est aperçu au fur et à mesure des séances, c'est que la reprise philosophique était extrêmement difficile à faire, parce que les textes sont d'une telle force, sont extrêmement poignants, effectivement, que le philosophe qui vient avec ses élaborations conceptuelles derrière paraît vraiment l'éléphant qui vient tailler des très grandes distinctions, soi-disant, etc. Et qu'il y a une vraie difficulté, ça ne veut pas dire que ce soit impossible, mais il y a une vraie difficulté à articuler, me semble-t-il, ces deux types de discours. Je signale juste aussi que du coup, il y a évidemment deux questions derrière qu'on peut souligner à travers ça, mais qui sont extrêmement classiques et que du coup, je vais dire de manière beaucoup trop banale, mais juste pour les signaler. Disons qu'évidemment, cela pose la question de l'articulation de l'émotion et de la raison. On ne peut pas y échapper quand on se demande comment le concept peut reprendre quelque chose qui aurait été suggéré par l'émotion, décrit une première fois par l'émotion, etc. Mais là encore, j'ai l'impression que c'est un peu brutal comme calque, voilà, de reprendre ces grandes distinctions auxquelles la philosophie est habituée, mais bon, ça demande au moins de l'affiner. Et puis, la question, bien sûr, de la place de l'émotion et plus particulièrement de la pitié en éthique. Dans quelle mesure la pitié serait à la racine de la démarche éthique et particulièrement dans l'éthique médicale encore plus ici. Voilà, pardon pour ces questions un peu brutales et maladroites pour moi, il s'agissait juste de se les donner comme ligne d'horizon un peu lointaine, disons, de tout cela. Je voudrais peut-être pour commencer, vous donner la lecture d'un premier texte qui est donc dans l'exemplier que j'ai distribué, le texte en bas de la première page, qui est du coup un texte pas du tout conceptuel, mais
une sorte de témoignage. C'est l'ouverture quasiment du livre Stigmate de Goffman, qui est un livre admirable de ce point de vue-là, de description de la complexité des interactions sociales autour des personnes handicapées. Et voilà, et c'est un début extrêmement poignant qui nous permettra de nous mettre dans l'oreille des choses comme ce dont je voudrais traiter ici. Il s'agit donc d'une lettre anonyme écrite à un journal pour adolescents. Chère mademoiselle Cœur solitaire, j'ai 16 ans maintenant et je ne sais pas quoi faire. Et j'aimerais bien si vous pouviez me dire ce que je dois faire. Quand j'étais petite, ce n'était pas aussi grave parce que je m'étais habituée à entendre les garçons du quartier se moquer de moi. Mais maintenant, j'aimerais bien avoir des amis comme les autres filles pour sortir les samedis soirs. Mais les garçons ne veulent pas de moi parce que je suis née sans nez. Et pourtant, je danse bien et j'ai un joli corps. Et mon père m'achète de beaux habits. Je reste assise à me regarder toute la journée et je pleure. J'ai un gros trou au milieu de la figure qui fait peur aux gens, même à moi. Alors je ne peux pas en vouloir aux garçons de ne pas vouloir sortir avec moi. Maman m'aime, mais elle pleure quand elle me regarde, c'est affreux. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un sort aussi horrible? Même si j'ai fait des mauvaises choses, ce n'était pas avant d'avoir 1 an, et je suis née comme ça. J'ai demandé à papa, et il a dit qu'il ne sait pas, mais que peut-être j'ai fait quelque chose dans l'autre monde avant ma naissance, ou que peut-être j'étais punie pour ses péchés. Mais je ne crois pas parce qu'il est très gentil. Est-ce que je devrais me suicider amicalement, désespéré? Voilà, pardon. Du coup, je ne sais pas pourquoi je me suis mis dans une telle difficulté aussi, puisque j'ai rien de particulier à vous signaler sur ce texte. Si ce n'est que, enfin, voilà, il montre la grande délicatesse et les multiples nuances, me semble-t-il, d'une situation de handicap aussi. Et alors, il y a quand même cette dimension d'une multiplicité de facettes qu'on ne retrouve peut-être qu'à travers le témoignage, comme montrant que le soin va devoir prendre en charge une pluralité d'enjeux, et c'est la dimension à laquelle on est désormais habitué, de la dimension socio-psycho-biomédicale du soin, une intégration de différentes dimensions du soin. Et il me semble que le pathos de cette situation, au moins, nous oblige à considérer à nouveau toutes ces facettes que le soin va pouvoir tirer comme étant issues d'un seul et même foyer. Je crois que ça nous rappelle au moins l'unité de situation des différentes facettes que le soin va pouvoir, des différents fils que le soin va pouvoir avoir envie de tirer, mais en se rappelant constamment que ces fils ont été tirés à partir d'une même unité et que du coup, ils vont devoir bien s'entrecroiser, se coordonner, qu'ils vont certainement se répercuter les uns sur les autres, et que donc je ne pourrais pas suivre mon fil de soignant tout seul indéfiniment, sans revenir à la fois à cette source et du coup aux autres activités qui ont pu être mises en place à partir de ce foyer unique, disons. Donc il me semble qu'il y a au moins ce rappel à une unité, disons, très forte de situation. Du coup, je voudrais proposer, avant de proposer quelques arguments sur la nécessité du pathos, un petit élément de définition de ce qu'il pourrait être. Mais déjà, la définition, elle est aussi normalement forcément problématique, disons. Je dirais que le pathos, c'est donc l'émotion empreinte de pitié qu'on peut ressentir face à la situation d'un être souffrant. Donc, on est bien dans la forme de l'émotion, de ce qui est venu s'imprimer en moi, ce qui est venu faire effet sur moi, qui éventuellement devrait me faire bouger d'ailleurs, également. Empreinte de pitié, c'est-à-dire qu'il y a ce mécanisme aussi dans le pathos classique de la pitié, de l'échange des situations, du tenter de se mettre à la place de celui ou celle qui vit cela, et face donc à la situation d'un être souffrant
effectivement, dont je perçois ou qui m'exprime d'une manière ou d'une autre sa souffrance. Et évidemment, du coup, ce qu'il y a d'un petit peu dérangeant peut-être dans le pathos, c'est peut-être quelque chose comme la gêne que le sentiment de pathos provoque en nous. Le fait qu'on ne sait pas bien exactement comment répondre à ce sentiment du pathétique qui vient nous étreindre. Le pathos, c'est disons que c'est à la fois la pitié et le geste qui semble, enfin, l'émotion qui semble arrêter notre geste aussi de répondre à la pitié, en quelque sorte, qui nous laisse en quelque sorte interdits, au moins dans un premier temps, face à la profondeur d'une souffrance qui nous paraît encore plus forte que ce qu'on aurait pu croire, qui nous paraît encore plus multiple, encore plus variée. Et donc, la pitié, d'après la plupart des théories, c'est aussi le geste qui me porte au secours d'eux, spontanément, immédiatement, qui me donne envie d'aller aider autrui, disons. Et il me semble que dans le sentiment du pathos, il y a ce sentiment un peu de mise en arrêt aussi du geste. Le sentiment d'être peut-être quelque chose comme tellement touché soi-même que porter secours devient difficile. L'idée qu'il y a quelque chose qu'il va falloir presque comme digérer dans un premier temps, au moins. Qu'il va falloir un certain temps de laisser reposer le sentiment, l'émotion, avant de pouvoir à nouveau se tourner vers l'autre. Enfin, quelque chose comme un coup à accuser. L'expression, il va falloir accuser le coup. Quelque chose comme ça. Non pas qu'on m'ait mis un coup volontairement, sciemment, pour me faire du mal, avec cette intention, mais je le reçois comme ça. Et du coup, dans l'expérience du pathos, il y a quelque chose comme une déstabilisation, me semble-t-il. En plus, peut-être c'est là la nuance supplémentaire à l'égard de la pitié, mais bon, les deux sentiments sont quand même très proches, me semble-t-il, mais il y a cette déstabilisation profonde, cette forme de séisme intérieur qui se traduit, je disais, pour la première fois par une gêne. Et du coup, évidemment, c'est un des premiers fils que j'aurais envie de tirer, c'est que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles le pathos, on le fuit dans un premier temps. Et c'est pour cela aussi qu'on entend des discours disant que le pathos, il ne faut pas en faire trop, que la philosophie peut aussi d'ailleurs s'en garder, parce qu'il y a cette déstabilisation qui ne va pas être si facile à intégrer. Donc il y a peut-être dans un jugement qui se veut axiologique ou scientifique, dans le fait que le pathos n'aurait aucunement sa place dans certaines situations un peu de réflexion. Il y a peut-être aussi quelque chose comme une mesure de protection assez humaine à l'égard de la difficulté qu'il y a à prendre, à ressentir tout ce genre d'émotions-là. Et deuxièmement aussi, la difficulté du pathos vient aussi peut-être du fait qu'il est empreint, et ça va peut-être avec cette notion de déstabilisation, de séisme, d'une forme d'impuissance, souvent. Ce qui est pathétique, c'est aussi la souffrance qui me semble inconsolable, ou celle qui me semble excéder mes maigres pouvoirs de réponse, de réaction, disons. Alors peut-être qu'il y a, du coup, de manière beaucoup plus négative, cette fois-ci, au fond du pathos, rien d'autre qu'un sentiment malvenu de culpabilité, de ressentir le mal qu'autrui m'exprime comme me renvoyant à une culpabilité diffuse, comme si j'étais plus ou moins responsable de ce mal qui m'est transmis, disons, ou que en tout cas je le faisais rejoindre une forme consciente ou inconsciente de ma culpabilité, disons. Ça, c'est les écueils aussi, bien sûr, du pathos, et c'est une des raisons pour lesquelles aussi on peut dire que bon, le pathos, il y a
on peut aussi s'en garder parce qu'il est peut-être une manière de s'auto-flageller, etc., en rentrant là-dedans. Mais il me semble que de manière plus neutre, disons, le pathos peut venir de ce sentiment d'impuissance, en tout cas, qui n'est pas nécessairement la même chose que la culpabilité, mais le sentiment, en tout cas, que la souffrance qui m'est exposée étant, encore une fois, peut-être plus profonde, plus complexe, plus nuancée que je ne le croyais, va être bien difficile à assumer, à traiter, et du coup me dessaisit un peu de mes pouvoirs de réponse, me place un peu face à des limites. C'est ce que dit... alors, Jean-Louis Chrétien, lui, voit ça au cœur de tout phénomène, même de la compassion. Il dit que dans toute compassion, il y a une petite pointe de déploration. C'est-à-dire que quand je compatis avec la situation de quelqu'un, en même temps que je compatis, je déplore le fait de ne pas complètement pouvoir prendre sur moi la souffrance de l'autre. Sentir que l'autre souffre et pouvoir me mettre imaginairement à sa place, c'est aussi savoir que je ne peux pas me mettre à sa place complètement. Du coup, on peut exprimer des plaintes de l'ordre du si je pouvais prendre ta douleur, si je pouvais un peu me mettre à place, mais effectivement sur le mode hypothétique, donc sur le mode du contrefactuel, ça n'est pas ce qui peut être. Et du coup, il y a ce sentiment dérangeant dans le pathos de nous renvoyer à quelque chose qui s'approche, semble-t-il, d'une forme de désespoir, en tout cas dans le sentiment qu'il sera bien difficile de répondre aussi facilement qu'on le croyait au mal qui peut nous être exposé. Et moi, je dirais, du coup, de ce point de vue-là, que c'est une des nécessités peut-être du pathos en éthique médicale, pour le dire très rapidement, c'est que le pathos vient rappeler justement les limites de l'exercice de la médecine, les limites même de la réflexion éthique. Le fait que, ce qui, bien sûr, ne veut pas dire que la médecine et la réflexion éthique ne sont à jeter aux orties pour autant, mais peut-être que refuser d'inscrire les réflexions en médecine dans le cadre de ce pathos, c'est refuser un peu d'être constamment confronté aux limites de l'exercice médical, disons. Et aussi aux limites de l'exercice de l'éthique, qui n'a pas toujours la réponse adéquate à dégager d'une situation de soins problématique. Et du coup, sans doute que certaines manières de faire de l'éthique médicale sont des manières de se rassurer sur le fait qu'on a des réponses bien certaines, objectives, soi-disant. Et du coup, voilà, il y a un aspect, me semble-t-il, un petit peu possiblement confortable là-dedans. D'où donc les éléments, me semble-t-il, que je voudrais essayer de dégager maintenant de la nécessité donc du pathos à la fois en éthique et peut-être donc plus largement en philosophie. Alors, le premier usage du pathos, me semble-t-il, c'est de sortir la réflexion éthique, en éthique médicale, d'une certaine froideur, d'une prétention à la distance, qui, du coup, peut friser à l'indifférence morale, tout de même, à la prétention au point de vue de Sirius, élevé sur une situation. Et alors, on peut penser, par exemple, alors, la situation est un petit peu différente, disons. On peut distinguer les textes d'éthique médicale qui parfois sont exempts de tout pathos, effectivement.
je sais pas, des rapports du CCNE, par exemple, bon, sont rarement, voilà, on ne trouve pas d'écrits de poètes dedans, on ne trouve pas de... Et après tout, enfin, voilà, ça mérite d'être discuté, il me semble. Mais on peut penser aussi à la littérature scientifique médicale, à la vignette clinique, par exemple. Les vignettes cliniques faites pour présenter un cas entre soignants du personnel médical sont du coup des attestations extrêmement froides, semble-t-il, de l'extérieur de la situation. Alors évidemment, bien sûr, les vignettes cliniques ne rendent pas compte de la situation clinique, ne rendent pas compte de l'entretien clinique, ne rendent pas compte de tout ce qui a pu se passer réellement, complètement dans l'interaction. Mais il y a le risque, me semble-t-il, de distinguer de manière excessive justement tout ce qui serait biomédical, du socio-psychologique ou du relationnel dans le cadre, disons, de la relation médicale. Et du coup, il me semble que cette froideur, du coup, nourrit un peu une conception de l'éthique extrêmement rationaliste. Par exemple, quand on réduit la décision éthique à produire une balance des bénéfices et des risques pour un soin, qui serait, soi-disant, extrêmement posée, extrêmement objectivée. La plupart du temps, elle est quantifiée, ce qui n'est peut-être pas son problème principal, d'ailleurs, le fait qu'elle soit quantifiée, mais il me semble qu'il y a une manière de prétendre extérioriser, en tout cas, la situation éthique de ces acteurs, de présenter les choix éthiques comme des possibles qu'on tient à distance de soi, qui sont hors d'une situation dans laquelle on serait soi-même impliqué et d'une interaction avec un patient, interaction dans laquelle on serait soi-même impliqué aussi. Et donc, il y a une prétention à réduire la décision au calcul, ici, à réduire la décision à quelque chose que je pourrais entièrement, encore une fois, extérioriser, que n'importe qui d'autre pourrait prendre à ma place en prenant la même décision, comme si les soignants, de ce point de vue-là, étaient aussi parfaitement interchangeables, ce qui n'est pas forcément le cas. Et bien sûr, en fait, réintroduire le pathos dans tout ce genre de discussion, il me semble, c'est faire introduire du grain de sable dans ces mécaniques parfois un peu trop huilées. Ce qui ne veut pas dire, par ailleurs, à mon sens, qu'elle soit complètement inopérante, complètement... enfin, il faut bien sûr trouver la place à ces procédures-là de délibération collective, de calcul des bénéfices et des risques, pas de problème. Mais le danger, ce serait d'y réduire complètement, me semble-t-il, la discussion éthique, disons. Donc, premièrement, quelque chose comme une froideur excessive, disons, de la réflexion à la fois médicale et éthique. Inversement, par exemple, quand on lit les 5 psychanalystes de Freud, il y a des moments très étonnants, enfin, il y a des moments extrêmement pathétiques dans la restitution des cas. Il y a des moments où on sent que la situation du patient, lui paraît complètement poignante et il n'arrive pas complètement à s'en cacher, il me semble. Donc, premier élément, c'est la question de cette froideur, me semble-t-il. Le deuxième, c'est aussi, je dirais, quelque chose comme une question de justice. C'est-à-dire que prétendre parler de la situation difficile d'un patient, que traverse un patient ou une patiente, avec une certaine objectivité et sans se laisser prendre par l'émotion que ça pourrait légitimement susciter en nous, est presque du coup une manière de nier cette souffrance, de refuser d'en rendre compte ou quelque chose comme la passer sous silence, en quelque sorte. Et du coup, on aurait là affaire à
une sorte de deuxième blessure qui est infligée à celui qui souffre. C'est-à-dire qu'il vient me restituer sa souffrance. Donc déjà, il souffre de quelque chose qui peut être extrêmement varié, mais je lui inflige cette deuxième souffrance de recevoir cela sans aucune émotion, dans une forme d'impassibilité, comme si cela ne devait pas toucher la personne qui reçoit ce genre de témoignage aussi, qui n'est pas seulement de l'ordre de la pure information biomédicale, de ce point de vue-là. Et du coup, il y a presque quelque chose comme une seconde injustice qui est faite. C'est un concept aussi que dégage Frédéric Worms dans son ouvrage « Revivre », où il dit qu'il y a certaines manières de ne pas écouter l'injustice qui sont une manière d'en infliger une suivante. Quand dans un commissariat, on refuse de recevoir une plainte, non seulement la première plainte n'est pas prise en compte, mais c'est comme une deuxième blessure qu'on inflige à la personne venue se plaindre. Et donc, au moins écouter, au moins accepter de rentrer dans quelque chose comme une écoute pathétique à un moment, c'est-à-dire de se laisser toucher par ce qui a pu arriver, et au moins une manière de reconnaître cette souffrance. Et du coup, je dirais déjà un premier soin aussi, au fond. C'est peut-être qu'il faut aller jusqu'à dire que c'est un soin, déjà, que d'être capable de faire preuve de pathos à l'égard de ce que les patients viennent nous confier ou de ce que, dans un comité d'éthique, on est amené à traiter aussi. Le comité d'éthique peut aussi s'offrir cette petite parenthèse de se dire d'être pendant, je sais pas quoi, 30 secondes, chacun un peu dessaisi par le cas. Ce qui n'empêchera pas ensuite de reprendre la discussion et d'essayer de tirer les fils qui sont nécessaires dans l'argumentation. Mais voilà, quelque chose donc comme pas seulement la réparation à l'égard du mal qui a été fait, le soin actif, qui va s'efforcer de traiter ou de soulager, disons, mais au moins cette première forme de soulagement que serait l'attestation. L'attestation de cette souffrance a bel et bien lieu, elle a lieu de s'exprimer. Donc, de ce point de vue-là, elle est réelle. Arendt souligne à quel point la douleur est ce qui nous isole aussi les uns des autres. Alors elle en tire cette conclusion, à mon avis, très excessive, de dire que du coup la douleur est nécessairement de l'ordre de la sphère privée et ne peut pas faire partie de nos discussions publiques. Ça, je ne suis pas certain qu'il faille aller jusque-là, parce que du coup, pour Arendt, ça veut dire que toutes les discussions autour des questions de soins, justement, n'ont pas à être des questions politiques, en un sens, à ses yeux. Mais du coup, le fait que la douleur soit un phénomène sur lequel on se replie, qui est de l'ordre du privé, veut dire aussi qu'elle appelle quelque chose comme une communication, qu'elle espère une oreille attentive qui puisse la communiquer. Et du coup, se refuser au pathos, c'est peut-être se refuser à ce genre de processus, il me semble. On trouve, alors je dis ça rapidement, on trouve deux attestations de cette question chez Kierkegaard et chez Simone Weil. Chez Kierkegaard, dans Un discours de circonstance, où il parle il y a des pages très belles sur l'affligé, à qui on promet une lecture sur la question du malheur, et qui, du coup, accourt à cette lecture et en repart le cœur lourd en se rendant compte qu'il n'a toujours pas été question réellement de ce que lui peut ressentir. Et qu'il se dit, voilà, une fois de plus, on m'a promis que ce que je vis allait être exprimé, allait être pris en compte. Et en fait, on est encore très loin du compte. Et du coup, ce sentiment on est encore très loin du compte dans la prise en considération de ce que je peux traverser. Peut-être que c'est aussi quelque chose que dans la relation médicale, il s'agit d'avoir en tête aussi.
dans le fait que les patients ont repartent peut-être aussi de l'entretien avec les soignants avec ce genre de sentiment aussi, de dire voilà, j'ai peut-être pas été écouté comme je le pensais. Et pour Simone Weil, il s'agit de ces textes sur le malheur, dans l'amour de Dieu, et le texte L'amour de Dieu et le malheur, où elle signale que le malheur attend peut-être avant tout d'accéder à son expression juste, à sa juste expression, ne serait-ce que ça. Et c'est pourquoi elle considère que certains des grands textes de la littérature, comme le livre de Job dans la Bible ou le roi Lear, sont des sommets de la littérature en ce qu'on parvient à accéder à une expression pas trop infidèle du malheur, disons. Et qu'il y a cet effet-là, du coup, pour le malheureux, d'y retrouver quelque chose comme sa voix, d'y reconnaître à nouveau sa voix qui va être, qui lui est redonnée par le fait qu'elle apparaît entendable, en quelque sorte, qu'elle apparaît entendue, et donc qu'il va pouvoir à nouveau s'exprimer, disons. Alors, il me semble que donc du coup le pathos devient ici quelque chose comme un enjeu de justice, donc, et pas seulement un enjeu du soin, disons. Il s'agit oui, vraiment de faire œuvre de justice ici en reconnaissant, en acceptant de rentrer aussi dans cette manière-là d'interagir avec autrui, de le laisser s'exprimer aussi sur ce mode-là, disons. Cette question de la justice, alors je donne aussi peut-être deux analyses qui me semblent se rejoindre cette idée. Premièrement, le travail de Judith Butler sur le deuil, où elle signale qu'il y a un enjeu de justice essentiel, à savoir, dans une société, quelles sont les vies qui nous paraissent mériter d'être pleurées. Et donc, elle va très loin, du coup, dans la politisation, cette fois-ci, de certaines émotions pathétiques, comme le fait de pleurer la mort de quelqu'un. Et vous savez peut-être que, du coup, une partie de ces analyses viennent de son examen des nécrologies du 11 septembre et des... je ne sais plus quel je crois plusieurs grands journaux américains s'étaient donné comme tâche de présenter les nécrologies d'absolument toutes les victimes successivement, et elle a relevé que les homosexuels et les immigrés avaient régulièrement une notice beaucoup plus brève parce qu'on ne rendait pas compte de la totalité de leur vie. Par exemple, pour les homosexuels, on ne parlait pas de leurs compagnons ou de leurs compagnes la plupart du temps, et pour les immigrés aussi, on faisait des choix très restreints dans leur biographie, et donc on dissimulait une partie de ces vies au moment de les porter à un deuil public, à une reconnaissance commune, donc une sorte de refus de la reconnaissance qui était portée. Et on peut penser aussi au projet que se donnait Foucault, que s'est donné Foucault à un moment de sa vie et qu'il n'a pas réellement mené au bout, de ce qu'il appelait écrire la vie des hommes infâmes, la vie de celles et ceux que le pouvoir a juste traversé à un moment très bref, qui font qu'on les retrouve dans certaines archives, au détour de certaines archives, avec des notices de police, mais qui mériteraient, avec ce jeu, d'essayer d'en faire des vies le plus complètes possible, pour essayer de rendre compte, de rendre justice, encore une fois, à ces existences, dans lequel, ici, le mécanisme du pathos, me semble-t-il, est justement ce sentiment d'une trace si fugitive, au fond, laissée dans des archives extrêmement parcellaires pour des vies qui auraient sans doute mérité, enfin, qui mériteraient, il n'y a pas de raison, une prise en compte beaucoup plus complète, disons. Alors, voilà ce qui me semble être la nécessité de bien resituer le pathos à l'intérieur dans la relation médicale, disons,
et dans sa prise en compte en éthique. J'aimerais bien essayer maintenant d'écrire du coup comment le pathos pourrait trouver aussi sa place de ce fait-là et en articulation avec ça en philosophie plus largement. Pourquoi il n'y a pas que dans le soin que quand on traite de questions de soins, disons, que cette question est essentielle. Mais, bon, l'hypothèse sous-jacente, c'est aussi que, en fait, c'est entre autres via les questions de soins que le pathos va être essentiel en philosophie aussi. Et qu'on peut donner une place essentielle au pathos en philosophie si on accepte de donner aux questions soulevées par le soin une place essentielle en philosophie également. Et donc, d'accepter de donner aux soins un rôle relativement central pour élaborer ce que c'est que la liberté, ce que c'est que notre rapport à la temporalité, ce que c'est qu'une conduite esthétique, ce que c'est qu'une œuvre d'art, etc. Et alors, bien sûr, je suis très loin de pouvoir accomplir ce programme entièrement, disons, mais l'idée, ce serait d'essayer d'en donner à cette occasion une pierre, en quelque sorte. Alors, la première étape, peut-être, ça serait de rappeler avec Canguilhem que, d'abord, c'est bien le pathos, en un certain sens, qui déclenche le soin lui-même, dans un premier temps. Canguilhem insiste à de nombreuses reprises sur le fait que, même si la médecine s'est aussi autonomisée à l'égard de la seule relation du patient, ce qui fait sourdre quand même l'exigence médicale, c'est la plainte des patients. Le fait que des patients viennent confier leurs plaintes à des médecins qui ont été historiquement institués avec toute une histoire là-dedans pour recevoir cette plainte de manière légitime et prétendant avoir les moyens d'éventuellement y répondre. Et donc, pour Canguilhem, c'est une manière de rappeler que la médecine ne doit jamais se séparer complètement de la clinique et même quand elle devient le plus technique, quand elle donne naissance à toute une série de sciences biologiques, parfaitement légitimes par ailleurs, qui ne sont pas que de la pure objectivation anonymante pour autant de l'être humain. Mais une des manières pour elle de ne pas être seulement cette objectivation de l'être humain, c'est bien de se replonger régulièrement dans le fait que si on a toutes ces analyses, par exemple, sanguines sous les yeux, c'est bien parce que au tout départ de la chaîne, il y a eu des patients, peut-être même pas celui-là d'ailleurs, mais sûrement des patients en tout cas qui sont pleins de certaines choses à des soignants qui ont du coup élaboré des stratégies de soins, toute une série de techniques, qui ont pris leur autonomie, qui ont lancé des programmes de recherche biologique pure aussi d'ailleurs, mais qui ont cet enracinement dans quelque chose comme une plainte, quelque chose comme l'expression. Alors, du coup, cette plainte, Canguilhem souligne bien aussi qu'elle est une expression, par ailleurs, en partie informulée et très largement imprécise de la douleur. Canguilhem souligne que ce que le patient attend de son médecin, selon sa belle expression, c'est que le médecin soit, dit-il, l'interprète de ma douleur. L'interprète de la douleur, c'est-à-dire qu'il lui donne son sens, qu'il me fasse trouver à quoi cette douleur correspond, à quel traitement elle va pouvoir répondre, à quel diagnostic peut en rendre compte, et que cette traduction est une interprétation qui n'est pas seulement une trahison, mais qui est aussi une manière peut-être aussi de préciser la plainte, de mieux la cerner en quelque sorte. Canguilhem rapporte ce mot un peu célèbre d'un médecin qui disait qu'un patient qui se plaint des reins est un patient qui n'a rien aux reins, puisque les gens ne savent absolument pas localiser leurs reins dans leur corps et que du coup la plainte du patient ne peut pas être reçue non plus telle qu'elle. Mais c'est bien en tout cas
la racine, disons, de l'exercice médical, et aussi chez Canguilhem, donc, de toute une série de sciences et de techniques qui viennent relayer, enfin, être les outils de cette relation médicale. Et même chez Canguilhem, en quelque sorte, on peut penser qu'il va jusqu'à dire que du soin jaillissent toutes les sciences et techniques humaines, au fond. Dans leur plus grande objectivité, par ailleurs, qu'il revendique totalement. Il n'y a pas du tout une pente subjectiviste en science de ce point de vue-là, mais en montrant qu'elle s'enracine quand même dans cette plainte première. Et c'est pour ça, du coup, que Canguilhem défend l'idée que le critère ultime, quand même, comme vous le savez sûrement, du pathologique, c'est quand même le patient, in fine, et non pas seulement ses analyses objectives, mais c'est comment le patient se rapporte à sa douleur et aux impuissances que cela provoque dans son milieu à lui. Et ce milieu peut être varié, et du coup, d'ailleurs, la prise en compte correcte de la plainte permet d'affiner comment, chez le patient, ce qui est à traiter, c'est telle affection dans tel milieu qui pose problème, parce que ses buts à lui sont plus ceci que cela, parce que le contexte dans lequel il vit sont plus ceci que cela, et que du coup, il y aura un traitement différencié pour la même, objectivement, la même incapacité chez deux sujets ne va pas donner lieu au même traitement parce qu'ils ne vivront pas selon les mêmes normes propres, selon les mêmes normes dans un rapport avec un milieu, bien sûr. Et du coup, le rapport à la plainte du patient est à la fois premier et dernier, de ce point de vue-là. Il ne doit pas être oublié, même si en chemin, il y a toute une série de procédures intellectuelles et techniques qui s'autonomisent aussi relativement de cela à travers les techniques, disons, et les sciences qui sont mises en œuvre. Du coup, ici, on peut dire aussi que la philosophie peut trouver aussi dans le pathos un point de départ, en tant tout simplement que la philosophie se donne comme objet d'étonnement, de réflexion, d'étude, justement les sciences et les techniques qui ont pu naître du soin, et la relation médicale elle-même parfois. Donc c'est déjà une première manière de reconnecter l'étonnement philosophique au pathos, à cette première, disons, relation, en montrant que c'est à partir de là que se déploie toute une série d'activités que la philosophie elle-même s'efforce de prendre en charge, de réfléchir. La deuxième manière, me semble-t-il, du coup, de rattacher le pathos à la philosophie, ça va être de considérer que du côté de la philosophie aussi, au fond, alors peut-être d'une manière un peu indépendante cette fois-ci du pathos qui déclenche le soin, du côté de la philosophie aussi, la philosophie se déclenche parce qu'elle est ébranlée par une expérience qui est aussi en partie émotionnelle et perturbante, qui vient l'interroger, la saisir, la convoquer, etc. Alors ici, l'hypothèse est un peu plus risquée, un peu plus difficile à étayer, je vous l'accorde sans problème, parce qu'il y a quand même une série de philosophes chez qui on aurait du mal à retrouver peut-être cette émotion première, déstabilisante, qui aurait pu donner lieu à un mouvement philosophique, disons quelque chose comme cela. Il y a des philosophes chez lesquels ce n'est pas très difficile, quand même, me semble-t-il. Rousseau, auquel je pensais, Kierkegaard, j'y reviendrai, qui a des pages justement sur la notion de pathétique dans le post-scriptum au miette philosophique et sur la question
du rapport à la foi, qui est sa question principale, comme devant nécessairement passer par quelque chose de pathétique. Donc, j'en reviendrai un peu après à ça pour tenter une transposition à partir de ça. Typiquement, les philosophes de ce que Merleau-Ponty appelait le grand rationalisme, donc le XVIIe siècle, on va dire, paraissent ceux qui sont le plus difficiles, qui vont être le plus difficiles à relier avec une forme de pathos premier. Mais je ne suis pas certain que ce soit impossible, en fait, et je pense même que ça peut être une manière d'essayer de les relire, d'essayer de voir quels pourraient être. Alors, on n'est pas obligé de vouloir à tout prix avoir raison, hein, mais on peut tenter. Par exemple, chez Descartes, l'expérience de la blessure de guerre, c'est très frappant. Moi, ça fait un moment que je me dis qu'il y a quelque chose à creuser là-dedans. C'est l'exemple qui revient sans cesse quand il parle de la question de l'union de l'âme et du corps, qui est quand même un petit peu une question majeure chez lui, qui revient dans ses rêves, dans les rêves de jeunesse, dont sa biographie par Bailly raconte qu'ils ont lancé sa carrière philosophique quand même. Ça commence par des rêves aussi connectés à ces traumatismes de guerre, avant le troisième célèbre dont on parle souvent, qui est celui de quel chemin dans la vie vais-je choisir, est-ce que c'est le chemin de la science ou de la philosophie, etc. Il y a aussi ces rêves, et donc il y a peut-être aussi cette thématique de l'impact pathétique sur le corps, de la blessure, qui a peut-être quelque chose d'assez central là-dedans. Bon, peut-être c'est une manière de trop vouloir absolument trouver chez les auteurs les plus éloignés quelque chose comme ce que j'y chercherais, mais peut-être pas complètement non plus. On trouve en tout cas une telle position, me semble-t-il, chez Ricoeur, de manière plus nette. Et on peut se tourner donc vers l'extrait que je vous en ai donné, extrait du recueil. Alors, on est toujours à la première page. C'est extrait du recueil Anthropologie philosophique de Ricoeur, dans lequel il défend qu'il y a ce qu'il appelle donc une précompréhension pathétique sur laquelle la philosophie à la fois prend appui et qu'elle essaye de retrouver, de récupérer, disons, même si c'est toujours avec un certain manque. J'ai mis juste avant la citation qui nous intéresse le plus, quelques pages avant, cette formule très étonnante qu'il a, qui je ne suis pas sûr de complètement comprendre, mais qui me séduit beaucoup, dans lequel il dit « La philosophie a un présupposé et elle recherche un point de départ ». Alors, je ne sais pas bien ce qu'il faut entendre par là, pour tout dire, mais il me semble que ça signifie qu'elle recherche, quand elle recherche un point de départ, elle doit rechercher à ses yeux quelque chose comme le fait comme ce qui va lui permettre de répondre à son présupposé, et ce présupposé, dans une démarche philosophique, on ne le connaît pas très bien. L'impulsion qui me donne de philosopher, je ne la connais pas complètement, et chercher le point de départ, du coup, c'est chercher ce point qui me permettra d'avoir le sentiment que je coïncide un peu avec l'intuition que je recherche, quelque chose comme ça, qui va me permettre, du coup, de creuser l'intérêt principal un petit peu insu que j'ai quand je cherche à faire de la philosophie. C'est aussi une question que pose très souvent Kierkegaard, la question du point de départ et de l'occasion à philosopher, et la question de la nécessité d'une certaine extériorité. Pour ça, lui, c'est ce qui l'horripile dans l'hégélianisme, hein, la prétention d'un système entièrement bouclé sur lui-même, dans lequel la philosophie n'a même pas à se justifier de faire la philosophie, et avec cette question toujours très ironique de la part de Kierkegaard, en disant « Mais alors pourquoi le système a-t-il besoin d'une introduction? Pourquoi est-ce qu'il y a une préface à la phénoménologie de l'esprit ?» il y aurait quand même besoin d'un point de départ, semble-t-il, tiens donc. Et contre ces machines qui sont trop susceptibles de ronronner par elles-mêmes, disons, le terme de système essaye bien de dire ça. Et du coup, il me semble que défendre le pathétique, c'est défendre ce genre aussi de position philosophique, de dire qu'il y a besoin d'une certaine extériorité. Et ça rejoint un petit peu ce que j'essaye de dire quand je dis philosophie clinique. Dans la présentation du séminaire, à chaque fois, j'utilise cette phrase de Canguilhem qui dit que toute matière étrangère est bonne pour la philosophie et peut-être, au fond, toute bonne matière lui est étrangère.
C'est-à-dire qu'il y a besoin de cette sorte de point de départ un petit peu extérieur qui déclenche l'activité conceptuelle et qui sera quand même conceptuelle et argumentative, mais quelque chose comme un fondement un petit peu extérieur à elle, mais dans lequel elle soit quand même capable de se retrouver. D'où la suite, donc, chez Ricoeur, qu'on peut lire ensemble. La précompréhension pathétique est inépuisable. Alors, chez Ricoeur, c'est aussi le mythe, du coup, c'est l'usage du mythe en philosophie, le fait qu'il y a d'autres types de discours, par exemple dans les dialogues platoniciens, sur lesquels on va pouvoir s'appuyer, qui vont non pas être en contradiction avec la rationalité, mais la relancer constamment, lui redonner à se nourrir. Et chez Ricoeur, c'est aussi sans doute la foi religieuse qui est visée par ça, derrière la question du mythe, en tout cas dans sa démarche personnelle, sans doute. Donc, la précompréhension pathétique est inépuisable, c'est pourquoi l'anthropologie philosophique n'est jamais achevée, et surtout, elle n'a jamais fini de récupérer l'irrationalité de sa source non philosophique dans la rigueur de la réflexion. Sa détresse est de ne pouvoir sauver à la fois la profondeur du pathos et la cohérence du logos. On a ici un pathos de second niveau. Il y a une détresse du philosophe, semble-t-il. Son pathos propre, c'est justement de ne pas pouvoir réconcilier le pathos avec le logos. En tout cas, entièrement récupérer dans le logos ce qu'est le pathos. Peut-être qu'il y a ici, à mon sens, une limite, du coup. Peut-être que... enfin, je ne sais pas, mais peut-être que le terme de détresse du philosophe est un petit peu exagéré. Peut-être que c'est aussi sa chance et son ouverture, tout simplement. Enfin, il n'y a peut-être pas à se... Enfin, si c'est une détresse, le fait que le pathos ne puisse pas être entièrement récupéré dans le logos, ça signifie qu'on est encore dans l'horizon, qu'il faudrait que le logos récupère entièrement le pathos, soit capable d'en rendre entièrement compte, qu'on soit capable donc de tout rationaliser, et qu'on ne s'est toujours pas résolu à une forme de finitude et d'incomplétude de l'exercice philosophique. Donc, il n'est peut-être pas besoin d'introduire du pathos ici, d'autant qu'on se retrouve peut-être dans quelque chose d'extrêmement compact. Ça renvoie un peu à la question que je posais au tout départ. Est-ce qu'il faut parler avec pathos du pathos et est-ce qu'il faut, disons, rajouter un pathos philosophique au fait qu'il y ait du pathos à élucider? Peut-être que là, il y a une circularité un petit peu excessive et quelque chose comme de la compacité qui fait qu'il n'y a plus moyen de rentrer dedans. Quelque chose comme le fait que ça se boucle sur soi-même, que ça se referme en fait, en quelque sorte. Si mon rapport au pathos est lui-même entièrement pathétique, il n'y a presque plus d'ouverture, me semble-t-il, par rapport à ça. Ce concept de compacité, je l'emprunte, enfin j'essaye vaguement de l'emprunter ici à Tristan Garcia dans Forme et objet. Si jamais vous avez cette référence en tête, c'est un texte très fort, très important, me semble-t-il, de ces dernières années quand même. Et où il a ce beau concept de compacité, où il dit qu'une beauté belle, ça devient une beauté complètement enfermée sur elle-même, inaccessible. En revanche, une beauté qui a une forme, une certaine laideur aussi, devient une beauté avec laquelle il est possible d'interagir, dont il est possible de faire quelque chose, disons. Donc peut-être qu'en tout cas, on peut garder l'idée d'une précompréhension pathétique inépuisable sans pour autant en faire l'objet cette fois-ci d'une détresse qui viendrait donc nous prendre de ce point de vue-là. Et du coup, ici, ce qui s'ouvre, me semble-t-il, c'est toute la question traditionnelle, de ce point de vue-là, du pré-réflexif en philosophie. Comment la réflexion vient peut-être nécessairement s'appuyer sur ce qu'on peut très largement appeler le pré-réflexif, c'est-à-dire l'intuitif, l'émotion pathétique, ici, éventuellement, toute une série de choses, en tout cas, que l'exercice de la pensée va pouvoir s'efforcer d'analyser, de mettre en lumière, on va dire, mais sur lequel il aura toujours quelque chose comme un temps de retard.
Et du coup, de ce point de vue-là, la tâche de la philosophie peut tout à fait rester d'élucider nos expériences. Moi, je crois profondément que c'est ça qu'essaye de faire la philosophie, d'élucider nos expériences du monde, et les points de lumière philosophiques, c'est les moments où on a l'impression d'être éclairé, de se dire, bah, les choses sont bien comme ça, sont bien comme on les décrit ici. Et c'est pour ça que le pathos doit faire partie des descriptions qu'on peut se permettre de faire, disons. Mais du coup, de ce point de vue-là, il y a quelque chose comme un temps de retard de cette élucidation sur les expériences qu'elle s'efforce d'élucider. Et ce temps de retard va nécessairement jusqu'à du coup une forme d'incomplétude qui, encore une fois, n'a pas nécessairement à être comprise de manière tragique. On trouve du coup une formulation de ça à de nombreuses reprises, me semble-t-il, chez Merleau-Ponty. Celles et ceux qui en sont familiers auront peut-être déjà évidemment reconnu cette idée fondamentale chez Merleau-Ponty que la transparence ne peut jamais être absolue, que notre expérience du monde est nécessairement ambiguë. Et le pathos, c'est peut-être ça aussi, c'est accepter de se replacer face à la situation clinique aussi, médicale, comme étant fondamentalement ambiguë, en partie indémêlable, ce qui ne veut pas dire, encore une fois, totalement indémêlable, etc., mais voilà, fondamentalement ambivalente, difficile à éclaircir. Et on trouve cela exprimé dans le tout premier texte que j'ai pris ici, dans la première page, qui est extrait de son article « Le roman et la métaphysique dans Sens et non-sens ». Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que c'est dans un texte sur le rapport entre le roman et la métaphysique qu'on trouve cela. Puisque cette question d'un point d'extériorité dans le pathos, du coup, elle nous renvoie forcément à la question de la littérature, à la question d'autres formes de discours capables de mettre en mots, disons, ce pathos. Je vous le lis et j'essaye de commenter un petit peu. On n'a pas attendu l'introduction en France de la philosophie existentielle, donc le mouvement auquel lui se rattache par ailleurs, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'existentialisme. On n'a pas attendu l'introduction en France de la philosophie existentielle pour définir toute vie comme une métaphysique latente et toute métaphysique comme une explicitation de la vie humaine. La métaphysique classique, le grand rationalisme peut-être, a pu passer pour une spécialité où la littérature n'avait que faire, parce qu'elle a fonctionné sur un fond de rationalisme incontesté et qu'elle était persuadée de pouvoir faire comprendre le monde et la vie humaine par un agencement de concepts. Il s'agissait moins d'une explicitation que d'une explication de la vie ou d'une réflexion sur elle. Je pense que cette distinction entre explicitation et explication veut dire explicitation, c'est ce qui restera toujours incoatif. Expliciter la vie, c'est s'efforcer de la mettre en lumière, et expliquer, c'est ce qui prétend, de part en part, la traverser, en rendre compte, la boucler sur elle-même, etc. Tout change lorsqu'une philosophie phénoménologique ou existentielle se donne pour tâche, non pas d'expliquer le monde ou d'en découvrir les conditions de possibilité, mais de formuler une expérience du monde, un contact avec le monde qui précède toute pensée sur le monde. Désormais, ce qu'il y a de métaphysique dans l'homme ne peut plus être rapporté à quelque au-delà de son être empirique, à Dieu, à la conscience. C'est dans son être même, dans ses amours, dans ses haines, dans son histoire individuelle ou collective, que l'homme est métaphysique. Et la métaphysique n'est plus, comme disait Descartes, l'affaire de quelques heures par mois. Elle est présente, comme le pensait Pascal, dans le moindre mouvement du cœur. Dès lors, la tâche de la littérature et celle de la philosophie ne peuvent plus être séparées. Quand il s'agit de faire parler l'expérience du monde, on ne peut plus se flatter de parvenir à une transparence parfaite de l'expression. L'expression philosophique assume les mêmes ambiguïtés que l'expression littéraire. Si le monde est fait de telle sorte qu'il ne puisse être exprimé que dans des histoires et comme montré du doigt. D'autre part, une littérature métaphysique sera nécessairement, dans un certain sens, une littérature amorale, car il n'y a plus de nature humaine sur laquelle on puisse se reposer.
Voilà, le texte est extrêmement riche et c'est un texte dans lequel il défend l'œuvre de Simone de Beauvoir dans la suite, un roman de Beauvoir. Et alors, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est aussi l'idée de la temporalité de la métaphysique, hein, quand il souligne le rapport Descartes prétendant que la métaphysique peut être réservée à quelques heures dans la vie. Vous savez, c'est dans les lettres à Élisabeth qui dit ça, seulement quelques heures pour la métaphysique, beaucoup plus de temps pour la science et le reste à l'usage de la vie. Alors peut-être qu'il y a un peu de forfanterie chez Descartes quand il dit ça, mais cette idée au contraire de voir chez Pascal le tenant d'une métaphysique qui est incarnée dans le moindre mouvement du cœur, c'est-à-dire dans chaque instant de l'existence. Et l'autre point qui me paraît très important aussi, c'est la toute petite notation quand il parle de ce qu'il y a de métaphysique dans l'homme est dans son être même, dans ses amours, dans ses haines. C'est-à-dire de rajouter le négatif aussi immédiatement et de l'ambivalence dès qu'il est question de la relation humaine, et pas seulement la relation humaine dans ce qu'elle peut avoir de potentiellement épanouissant, disons, mais aussi ce qui donne naissance aux questions morales aussi, dans la violence qu'il peut y avoir aussi entre les êtres humains, etc. Et donc, il me semble voilà, ici, on a, me semble-t-il, cette idée que le lien avec la littérature aussi est absolument nécessaire et que ce lien avec la littérature, il doit être vraiment consubstantiel, disons, et pas comme deux formes d'expression cloisonnées non plus. La littérature ne se veut pas ici donner le rôle de spécialiste de l'expérience humaine et de l'expérience du monde, puisqu'elle a elle-même une portée philosophique à son sens, et donc il y a le souhait très nettement d'une imbrication des deux ici, et pas encore une fois d'une affaire disons de spécialiste. Voilà donc une autre manière de comprendre ce rapport donc du pathos possiblement à la philosophie. Une troisième manière, on la trouve dans l'œuvre de mise en œuvre, me semble-t-il, dans l'œuvre de Carol Gilligan, qui est justement une des philosophes fondatrices de la philosophie de Caire, où il me semble qu'elle... Alors, ici, je pense à son travail, essentiellement le travail qu'il a beaucoup fait connaître, Une voie différente, pour une éthique du Caire, donc ce livre-là, dans lequel, comme vous le savez sans doute, elle étudie elle recueille, elle donne les fruits d'une enquête sociologique dans laquelle elle a recueilli les manières des jeunes gens d'exprimer leur appréhension de situations morales. Et sa surprise première, elle a mené cette enquête dans une dimension psychologique. C'était une enquête pour un psychologue, son mentor à l'époque, avait pour but donc d'évaluer des stades de maturité en psychologie morale des jeunes gens. Et sa grande surprise, c'est d'avoir le sentiment, dans un premier temps, que les jeunes filles réussissaient moins bien que les jeunes garçons ces tests de psychologie morale qu'on leur faisait passer. Et que régulièrement, les filles paraissaient engourdies, paraissaient prises au dépourvu, au moins, disons, dans un deuxième temps, en quelque sorte. Que dans un premier temps, elles pensaient pouvoir répondre de manière assez spontanée au dilemme qui leur était présenté. On leur présentait un dilemme moral classique et en s'efforçant de leur demander comment est-ce qu'elles pensaient pouvoir répondre à cette question. Et elles sentaient que la personne qui recueillait les réponses était de plus en plus mécontent de leurs réponses et que du coup, leur voix finissait par un peu s'effriter elle-même. C'est pour ça que le titre, c'est le choix de la traduction française, mais
Si en anglais, c'est quand même dans le titre original, In a Different Voice, je pense, c'est la suite qui n'est pas traduite de la même manière. Il y a vraiment une question de la voix des jeunes filles en morale, et comment est-ce qu'elle peut se faire entendre et comment elle se délite ou pas à travers l'enquête. Pour rappeler les choses très rapidement, ce qu'on demandait aux jeunes personnes auprès desquelles on menait l'enquête, c'était de réagir à une histoire fictive qui était l'histoire d'un homme dénommé Heinz qui se posait la question de savoir s'il était autorisé ou non à voler les médicaments dont sa femme avait absolument besoin pour soigner et qu'il était incapable de se procurer par lui-même. On est dans un contexte américain où l'accès aux médicaments peut être interdit pour ces raisons financières de manière bien plus fréquente. Et le but de cette enquête était de repérer le fait que les personnes soient dans un stade moral de plus en plus mûr selon qu'elles s'approchent d'un stade ultime de la morale censé être le fait de pouvoir balancer des principes universels les uns envers les autres. D'un côté, il est interdit de voler, mais d'un autre, il faut absolument sauver quelqu'un qui doit garder la vie et les jeunes enquêtés étaient censés être bien plus compétents moralement s'ils s'approchaient de ce genre de raisonnement. Et encore une fois, la grande surprise de l'enquête, c'est que les jeunes filles semblent, adolescentes ou préadolescentes, semblent peu soucieuses de poser les problèmes moraux dans ce sens-là, là où les jeunes garçons sont très sûrs d'eux et, pour beaucoup, posent les questions pour résoudre ce dilemme selon des principes universels. Ce qu'en dégage Gilligan, c'est qu'en réalité, cette grille est une grille genrée, effectivement, et qu'on s'appuie sur la manière de réfléchir qu'on inculque habituellement aux garçons pour évaluer la pertinence d'une réflexion morale. Et qu'au contraire, du coup, il y a toute une autre forme de réflexion morale, beaucoup plus contextuelle, beaucoup plus sensible, beaucoup plus dans la relation, qui est beaucoup plus souvent déployée par les jeunes filles dans les enquêtes, parce que c'est aussi comme ça qu'on leur a appris que le rôle social devait être fait, de s'occuper des relations humaines, et du coup, c'est pour ça que les jeunes filles se retrouvent déstabilisées. Je voudrais peut-être vous donner lecture d'un tout petit passage, du coup, de son compte-rendu de l'enquête pour montrer comment, à mon sens, quelque chose comme un pathétique, du coup, peut avoir un vrai effet philosophique, à mon sens, au sens où il peut y avoir là une critique philosophique qui commence à s'opérer si on accepte d'entendre le pathétique qu'il y a à voir des jeunes filles s'exprimer moralement et voir petit à petit leur jugement s'effondrer sous leurs propres yeux et être de plus en plus incertaines et se sentir de plus en plus remises en cause et peu sûres de leurs propres convictions qu'elles ont pourtant. Et il me semble que du coup, dans les textes de Gilligan, pour ça, on cette force de passer aussi par des éléments pathétiques pour nous faire pointer du doigt, prendre pleinement conscience d'un problème philosophique, de quel type de morale nous souhaitons ultimement soutenir et quel type de morale, en fait, nous imposons contre une autre éventuellement. Voilà, je vous donne juste lecture de la toute fin la description de la fin d'un certain nombre des entretiens, parce que ce qu'elle décrit, c'est que les entretiens avec les jeunes filles finissent souvent par tourner court et par ne pas aboutir et par être abandonnés un peu, faute de, semble-t-il, aboutir à quelque chose. La jeune fille dont il est question depuis le début est une dénommée Amy, qui doit avoir 12 ans, si mes souvenirs sont bons. La répétition des questions pendant l'interview, donc par l'interrogateur, lui donnant l'impression que ses réponses sont fausses ou mal comprises, elle commence à perdre confiance en elle et à être de plus en plus embarrassée et incertaine. Lorsqu'on lui demande à nouveau pourquoi Heinz ne devrait pas voler le médicament, elle répète tout simplement « parce que ça n'est pas bien ». Quand on lui demande une deuxième fois d'expliquer pourquoi, elle s'en tient à sa première réponse, à savoir que le vol n'est pas une bonne solution. Et ajoute gauchement
S'il le volait, le médicament, il ne saurait peut-être pas comment le donner à sa femme, et donc elle risquerait quand même de mourir. Incapable de percevoir le dilemme comme un problème autonome de logique morale, elle ne discerne pas la structure interne de sa résolution. Étant donné qu'elle construit le problème différemment, la conception de Kohlberg, la personne qui a inventé les stades de la moralité censés décrire l'évolution morale, donc étant donné qu'elle construit le problème différemment, la conception de Kohlberg lui échappe complètement. Donc on a ici, me semble-t-il, oui. Alors, les garçons, d'après les résultats qu'elle donne de l'enquête, avaient pour beaucoup d'entre eux la réaction attendue par l'examinateur comme étant parmi les stades les plus élevés, consistant à poser ça en opposant différents principes universels dans une morale de type relativement kantienne, en disant parce qu'ils ont été habitués à jouer avec des règles morales d'emblée, et à être dans la position de la personne qui a le droit de trancher entre justement des dilemmes moraux. Je crois que c'est dans Piaget qu'on voit ça. Gilligan souligne que les jeunes garçons sont incités dès leur plus jeune âge à être en position d'édicter des règles et de discuter les règles. Et typiquement que les jeunes garçons passent un temps infini dans leur jeu entre eux à poser les règles, à réfléchir quelles sont les règles qu'on suit, et que les jeunes filles, au contraire, identifient ça immédiatement à du conflit et abandonnent ça et quittent le jeu quand on commence à discuter les règles, et pensent qu'au contraire, il faut d'abord discuter des relations qu'on souhaite entretenir, et du coup, d'emblée, sont inclinés, incités socialement, en fait, pas par nature, évidemment, à cultiver plutôt cette manière de réfléchir aux questions morales. Le résultat de ça, pour Gilligan, c'est des garçons très affirmatifs, assez jeunes sur les questions de morale, et des jeunes filles qui, dans un premier temps, sont relativement affirmatives en fait, mais paraissent peu affirmatives en fonction des critères qu'on a pu se donner de ce qu'était la moralité. Et donc, voilà. Ça répond à peu près à notre question. Et voilà, donc il me semble qu'on a ici quelque chose comme un rapport du coup, un petit peu pathétique à un problème philosophique qui peut, du coup, donner quelque chose comme un argument, au moins pour faire, disons, percevoir un problème. Je voudrais donner une dernière indication sur ces relations entre le pathos et la question du déclenchement de la philosophie. Alors, ça va être, peut-être que je vais être un petit peu bref là-dessus pour pouvoir plus développer ce que je voudrais développer à la fin. Non, pardon. Oui, je vais être effectivement du coup un petit peu bref si je veux qu'on puisse garder un petit moment de discussion entre nous. Pardon. Il y a une notation très intéressante sur ça dans l'histoire de la sexualité de Foucault, quand il parle des relations entre médecine et philosophie dans le tome sur le souci de soi, qui, je crois, est le 3e tome de l'histoire de la sexualité. J'espère ne pas me tromper. J'ai préparé un extrait de texte que je pourrais vous transmettre si vous le souhaitez, qu'on n'aura pas le temps de lire ensemble. Mais où il a cette notation très intéressante qu'il y a une racine commune depuis très longtemps entre la philosophie et la médecine, qui est justement le pathos, qui est justement la question du soin qu'on peut apporter au pathos, avec l'ambivalence du terme, qui peut signifier à la fois la souffrance physique et la passion, comme ce dont la philosophie doit nous guérir, et qui nourrit cette très longue tradition de comparaison de la philosophie à la médecine, la philosophie comme étant la médecine de l'âme, comme ce qui doit donc nous guérir de certaines souffrances qui sont spécifiquement celles d'une âme. Je ne résiste pas quand même au plaisir de vous citer, si je peux, un texte de Sénèque que Foucault donne à cette occasion. Oui, où Sénèque dit que l'œuvre de la philosophie doit d'abord être
de traiter avant tout les passions, enfin en tout cas que c'est sa finalité ultime. J'essaie de tourner le texte dans le bon sens pour arriver à le lire un peu mieux. Voilà, le problème du PDF. Voilà, où Sénèque, donc, dit Foucault, reproche à ses disciples de venir à lui, non pour se faire soigner, mais pour faire rectifier leur jugement et les corriger, comme s'il fallait faire passer en premier les questions épistémologiques en philosophie. Et, pardon, excusez-moi, c'est pas Sénèque, c'est dans les entretiens d'Épictète, pardon. Et Épictète, du coup, enguirlande comme ça ses disciples en disant « Vous voulez apprendre les syllogismes, guérissez d'abord vos blessures, arrêtez le flux de vos humeurs, calmez vos esprits. » En renvoyant comme un artifice le fait de vouloir d'abord connaître de la logique, même si, bien sûr, en fait, tout ça est très noble et parfaitement justifié, hein, par ailleurs, à mon sens, mais il y a une manière de remettre brutalement quelque chose comme un ordre de priorité différent, disons. Et peut-être que c'est un des effets possibles du pathos, c'est peut-être de redonner quelque chose comme un sens des priorités, à la fois dans l'exercice philosophique et dans l'exercice de la relation médicale et dans l'exercice de l'éthique médicale, non pas pour donner toute sa place, encore une fois, au traitement de la souffrance et au traitement des passions, mettons, et je ne suis pas certain qu'il faille continuer à définir la philosophie comme ayant pour tâche de nous guérir de nos passions par ailleurs, mais de remettre, disons, quelque chose au centre de la discussion à travers l'œuvre, à travers le pathos. Et de ce point de vue-là, c'est du coup bien ce que, alors par exemple, ce qu'on trouvait, par exemple chez Kierkegaard, me semble-t-il, l'idée que le pathos, alors chez lui, le pathétique, c'est la manière dont il est juste de se rapporter à la question de la foi. Cela signifie que la question de la foi, pour lui, ne doit pas être réduite à une question rationnelle, et c'est le post-scriptum au Miette philosophique commente avec cette ironie kierkegaardienne sur 500 pages, hein, des miettes philosophiques censées être toutes petites, et c'est censé être seulement un post-scriptum, et les miettes philosophiques font déjà 200 pages, mais le post-scriptum est encore plus long, évidemment. Et l'idée, c'est de discuter, bien sûr, ici Hegel et sa rationalisation excessive de la foi, le fait à ses yeux, de vouloir gommer le fait que la foi soit une décision, soit un saut, soit quelque chose qui, aux yeux de Kierkegaard, nous demande du pathétique, c'est-à-dire, à ses yeux, ici, le pathétique, c'est ce qui demande une passion, ce qui demande, au sens positif du terme, cette fois-ci, d'avoir avec lui, elle, la passion, la foi, pardon, un rapport passionné. Et Kierkegaard dit que l'essentiel dans les questions de la foi et dans certains sujets est la manière dont on s'y rapporte. Que la manière dont on se rapporte à l'objet fait tout à l'affaire. Et je crois que ce que je voudrais garder par transposition de cela, en enlevant, si ce n'est pas trop sacrilège, la question de la foi, bon, Kierkegaard ne serait pas très content, mais il me semble que ce que ça nous, c'est est-ce que le pathos ne vient pas nous rappeler qu'il y a des choses auxquelles on ne peut se rapporter que d'une certaine manière, justement d'une manière pathétique et d'une manière relativement passionnée, et que les rationaliser excessivement est une manière de les éviter, en quelque sorte. Et c'est ce que je suggérais en disant que peut-être que vouloir éliminer tout pathos de l'éthique médicale ou de la pratique de la philosophie, c'est aussi vouloir peut-être s'alléger de quelque chose qui n'est pas facile à examiner, ne pas facile à faire rentrer en compte, disons, et que c'est une manière de se protéger, disons, de certaines choses. Mais le dernier point que je trouve intéressant là-dedans, c'est que le pathos, ici, est retourné dans la passion au sens actif du terme, de la passion.
du rapport passionné, c'est-à-dire aussi amoureux chez Kierkegaard ici, par exemple dans sa théorie du mariage aussi. Et du coup, il me semble que s'il y a besoin d'un pathos en philosophie et aussi en éthique médicale, c'est parce que le pathos peut-être, après avoir introduit ce moment de sidération en nous, ce moment de déstabilisation profonde face à la souffrance, appelle peut-être d'être repris en une passion active cette fois-ci. Une passion de soigner, une passion pour le philosophe conceptuelle, par exemple, une fois le choc subi, de vouloir quand même passionnément débrouiller un peu cette expérience, mieux en rendre compte et par là mieux la cultiver d'ailleurs, l'intensifier, lui faire rendre tout ce qu'elle peut donner. Et du coup, il me semble qu'on a là ici une version un peu moins plaintive et seulement mélancolique et seulement désespérée du pathétique. Et je pense aussi que ce que les gens attendent de la philosophie, je crois, en tout cas c'est ce que dit Kierkegaard, c'est un certain degré de passion quand même. Un philosophe sans paradoxe est comme un amant sans passion, dit-il, un piètre individu. Bon. Donc on attend quand même aussi de l'exercice de la philosophie peut-être de ça. Et peut-être qu'on attend aussi du soignant un peu de passion dans l'exercice de son métier, c'est-à-dire un peu de cette capacité à être ému profondément par la situation qu'il a et de ressentir aussi quelque chose comme une passion de soigner qui vient répondre à cet ébranlement premier. Encore une fois, sans délirer complètement, hein, sans dire du coup je m'y sacrifie complètement, je brûle de mon métier, etc. Mais quelque chose de l'ordre de ce pathos qui peut se retourner en un pathos, disons, actif, un peu plus intense, disons, et que j'appellerais du coup vivant. L'enjeu chez Kierkegaard, quand il parle du pathétique aussi, c'est de distinguer ce qu'il appelle le pathétique existentiel du pathétique seulement esthétique. Puisqu'évidemment, on l'a suggéré, le pathos, c'est aussi ce qui peut être joué, ce qui peut être trompeur. Je peux, avec beaucoup de pathos, venir me plaindre et réclamer de l'aide. Et il va falloir sans doute aussi décrypter le fait qu'il y a là-dedans un peu de pathos. Et la relation médicale est aussi, d'ailleurs, ce jeu un peu de décryptage. Il n'est pas que l'interprète de ma douleur, il est aussi un peu le policier de ma douleur, le médecin. En tout cas, il cherche les endroits où peut-être que les preuves ne sont pas si cohérentes, etc. Et du coup, alors, Kierkegaard dit que alors lui, c'est dans son rapport à la foi, le pathétique existentiel, c'est celui qui voit la foi seulement comme une belle possibilité, comme ce qui ne doit pas entièrement saisir mon existence, et que le pathos existentiel, c'est celui au contraire dans lequel j'engage toute mon existence. Et c'est le pathos pour lequel je ne vais pas continuer à dire je fais ça et puis plein d'autres choses en même temps, mais ce qui va devenir une priorité. Tout et puis d'autres choses avec, seulement ça, mais d'autres choses avec, ou bien le choix vraiment sur lequel je me porte de manière un peu unique. Mais il y a peut-être un enjeu dans cette transformation-là. Et d'ailleurs, quand on est soignant, on a un peu quand on est soigné, on a un peu ce souhait qu'aux yeux du soignant, on devienne le temps qu'il nous soigne, en fait, seulement la personne unique qu'il soigne, d'ailleurs. Et puis, on sait très bien que dans 10 minutes, ce sera une autre personne parfaitement unique. Mais il y a ce jeu-là, quelque chose d'un rapport un tout petit peu passionnel, disons, là-dedans. J'aurais voulu, mais donc je le signale juste, suggérer qu'un autre écueil du pathos, c'est l'effusion romantique de la singularité. Évidemment, on a un peu le sentiment que dans le pathos, il y a l'individu qui se met trop en avant, qui vient prendre toute la place. Et je vous ai donné les textes chez Deleuze, que je trouve très beaux, parce qu'en plus, chez Deleuze, il y a l'idée de retrouver le pathos comme quelque chose d'actif et comme quelque chose profondément de l'ordre de la santé, du coup, et non plus seulement de la pure maladie. Il y a dans ce texte quelque chose de très fort où il dit on n'écrit pas avec ses névroses, point. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas, mais ça veut dire que ce n'est pas avec ça qu'on écrit, c'est forcément en y répondant qu'on écrit, c'est forcément en les dépassant, forcément quelque chose comme ça. Et il y a deux pistes peut-être au moins pour vous signaler pourquoi ces textes de Deleuze me paraissent intéressants. C'est comment il fait passer le pathos et la manière d'y répondre, y compris dans l'écriture, du point de vue de l'activité, et pas seulement de la passivité, même si tout ça est empli d'une certaine passivité aussi. Et deuxièmement, comme il l'a fait basculer du côté du neutre,
et plus seulement du pur individuel. Et donc, ce que je suggérerais à travers ça, c'est que le pathos peut devenir un point d'appui à la fois pour la philosophie et pour de l'éthique, au sens où il y a du désubjectivant dans ce rapport très subjectif pour autant. Qu'il y a aussi de l'anonyme, de l'indifférencié, du impatient face à moi à travers tout ça, ou du un homme, et encore plus Deleuze dit tout ça c'est devenir une femme, un animal, un ventre, un enfant, etc. Donc il y a de l'anonyme qui peut s'y jouer, qu'on n'est pas obligé de traduire le pathos, disons, par romantisme effréné, pour dire les choses comme ça. Voilà, du coup, je m'arrête là pour qu'on ait un petit moment de discussion, et puis les textes que j'ai un peu évoqués, vous les avez, donc... et puis éventuellement, on pourrait aussi y revenir à une autre séance si vous avez envie, sans problème. Voilà. Est-ce qu'il y a sur tout cela des remarques, des objections, des demandes d'éclaircissement, de choses pas hyper claires? Des coups de gueule? Vous n'êtes pas d'accord du tout? Oui. Merci. Plusieurs fois, c'était une production qu'on va prendre par rapport à la blessure de l'autre, à la souffrance de l'autre. Et ça me faisait c'est intéressant de penser si au fait que c'est le fait de ne pas donner un espace à cette souffrance au pathos, paradoxalement, ça peut produire un effet pour lequel le soignant est affecté encore plus par ce pathos, parce que par exemple, c'est un exemple, c'est quelque chose qui peut arriver. Des fois, si on n'a pas un apprentissage à se relationner au pathos de l'autre, mais aussi à sa propre manière de réagir à la souffrance de l'autre, ça peut porter des réponses irréfléchies, des réponses immédiates qui sont orientées à soulager son propre, sa propre sa propre des fois, je crois, insupportable, produit des réponses immédiates et irréfléchies pour essayer de se soulager et donc, disons qu'il y a une partie du soin qui est aussi l'aspect de savoir donner de l'espace à l'autre, donc de se charger une partie de sa souffrance pour pouvoir la comprendre mieux, pour pouvoir l'écouter mieux. Et je trouve très intéressant l'idée donc de connaître cette relation à la souffrance de l'autre pour pouvoir adapter aussi sa blessure et sa propre blessure et donner du temps, donner de l'espace à la relation, tant que le fait de vouloir être objectif et vouloir se protéger, ça peut porter donc à des réponses inconscientes plusieurs fois, parce qu'on n'a pas cet apprentissage dans la relation et dans le temps de la Merci beaucoup pour cette remarque. Moi, je suis très d'accord intuitivement. Je ne suis pas spécialiste en psychologie par ailleurs, mais je pense bien que ce mécanisme doit être là. Et merci d'ajouter ça à la description. Effectivement, l'idée que si on se protège du pathos, à la fois peut-être on va faire une réponse inadéquate qui va créer de la souffrance, sans doute, peut-être, et aussi qu'on va créer de la souffrance chez le soignant,
ça me paraît très suggestif en fait. Je connais quasiment pas les textes sur le burn-out compassionnel, mais je me doute bien qu'ils ne disent pas que la réponse c'est justement de se fermer à toute perception de la souffrance de l'autre, mais du coup à apprendre à lui faire sa place, pour dire les choses un peu rapidement. Et moi, du coup, ça me fait aussi penser au beau texte de ce point de vue-là de Corinne Pelluchon sur le rapport à l'animal, où elle dit qu'en fait, que dans les métiers où on exerce constamment de la violence à l'égard de l'animal, il y a une obligation de se rendre aveugle à la souffrance animale, sinon c'est intenable, mais que ces processus de déni par lesquels je me rends aveugle à la souffrance animale portent évidemment énormément de souffrance chez le praticien. Et donc, sont évidemment pas des bonnes solutions. Et du coup, il y a peut-être ce genre de mécanisme-là chez les soignants, me semble-t-il. Oui. Oui. Ça me fait penser à ces droits écologiques sur justement les pensées de l'écologie mentale et des experts justement pour laisser l'expression tout de cette souffrance-là. Et je trouve que c'est très intéressant aussi pour penser à la question de l'écologie climatique. En fait, le fait de ne pas généraliser et de ne pas laisser la place aux passions, même tant dans les mouvements écologiques que dans les entreprises, chez les tout ça, ça fait que ça peut créer une réponse inadéquate et pour la population et pour les gens qui pensent ça. Je trouve que c'est assez intéressant. Oui, alors je connais malheureusement pas le texte de Guattari, même si j'en ai entendu parler, mais je ne l'ai jamais lu. Mais du coup, merci pour l'indication. Et je pense qu'il y a effectivement quelque chose de transposable aux soins du monde, de ce point de vue-là, de l'écologie, effectivement, la question de, je sais pas comment dire, comment réveiller les gens par rapport à la question écologique est évidemment centrale aussi. Et la question du pathos est aussi débattue là-dedans. Est-ce que vous en faites pas un peu trop? Regardez, vous rendez les gens éco-angoissés. Du coup, est-ce qu'il ne faudrait pas un petit peu rationaliser un peu les choses éventuellement? Enfin, la question de la place de l'émotion dans le déclenchement de ces prises de conscience est aussi présente à cette échelle-là. Ouais. Sûr. Merci. J'ai vu qu'il y avait une question ou remarque sur Zoom. Oui. Allez-y. Oui, bonsoir. J'avais justement une question par rapport à la distance et son lien avec l'objectif. Alors, attendez 2 secondes parce que, excusez-moi, en fait, je découvre qu'on entend très mal la sortie micro. D'accord. Alors, j'essaye de trouver... Non, ça, c'est pas ça. Donc... Qu'est-ce que je vais faire? Pardon, Pas de souci. Paramètres. Ouais, c'est d'affichage. Si, son. Tac. Bon, j'ai essayé de réaugmenter, mais je sens que ça n'a pas donné quelque chose de très flambant. On va réessayer si vous voulez bien. Et puis, oui. Si moi, je vous entends un peu, du coup, je retranscris. D'accord, oui. Bon, c'est pas une question bien définie parce que c'est plutôt une inquiétude par rapport à la froideur que je sens chez les soignants. C'est une sorte d'objectivité scientifique qui est, disons, qui fait partie de leur formation. Et quand vous avez commencé, à un certain moment, vous avez parlé de Ken Wilhelm, je ne sais pas comment on le prononce, Ken Wilhelm, qui a fait il a fait des travaux aussi sur la question éthique chez les animaux en disant que oui, la souffrance animale, il existe, mais quand on fait cette souffrance, on le fait avec l'intention de trouver une connaissance.
il y a une présupposition d'une connaissance scientifique à obtenir. Et bon, ça, c'est du côté des animaux, mais comment on peut faire avec les humains, garder en distance, mais en même temps en proximité pour être objectif et empathique en même temps. Je ne sais pas si vous allez développer dans un autre sens cette complexité, ces paradoxes des scientificités, mais empathie en même temps. Merci. Vous n'avez pas entendu, du coup, la question est j'essaie de la reprendre, et que du coup, ça pose la question de la place de l'objectivité dans l'empathie. Enfin, comment est-ce qu'on... puisque il y a une objectivité médicale qui est par ailleurs bien nécessaire, effectivement, dans la relation, et du coup, comment est-ce qu'on peut laisser la place à une mesure objective quand même dans cette relation. Alors, effectivement, ça c'est un sujet que je ne souhaitais pas aborder, du coup, hein, de dire est-ce que du coup l'émotion va venir dérégler nos capacités de mesure, parce que je n'ai pas les moyens de la traiter, j'avoue, de manière qui me paraisse un peu intéressante. Donc, alors j'espère que, je sais pas, que de manière indirecte, se dire qu'il y a un usage nécessaire du pathos, mais à condition qu'il soit actif, qu'il soit pas seulement dans la subjectivité, justement, qu'il se retourne en quelque sorte en une passion aussi, etc., peut en fait la relier un peu mieux à la question de l'objectivité, pour cesser de seulement opposer d'un côté, il faut être plein d'émotions, mais en même temps, il faut être objectif. Ah oui, mais si je suis objectif, je n'ai plus du tout de rapport affectif avec mon patient ou avec toute réalité morale que je traite. Du coup, je me disais que peut-être c'est à travers, enfin, ça me fait penser, votre question, que c'est peut-être à travers le fait de changer notre conception du pathos qu'on va pouvoir retrouver un peu mieux ces questions de l'objectivité. Voilà, c'est la seule piste, pardon, que j'aurais à ce stade. Voilà. Oui, bien. Et en tant que médecin, peut-être un peu faire un éclairage, voilà, mais fondamentalement, le pathos, je pense qu'il est extrêmement présent pas forcément sur le mode émotif et subjectif comme évoqué là. Simplement, malheureusement, on est face à des rationalités instrumentales qui génèrent une extinction, un mouvement, et finalement, on est submergé par la technique, par le manque de temps, par une comptabilité qui est imposée. Mais ça, c'est peut-être pour ça qu'on a cette impression, à mon avis, erronée, que dans le milieu médical, on a un manque finalement de son pathos. Je pense que c'est pas si que ça, pour le fond, et que c'est un petit peu caricatural, finalement, de faire, de dire, on a trouvé quand même que les médecins, un petit peu se porter par les pathos. Je crois que ça y est, en fait. Et c'est pas que aussi le fait que c'est pas en avoir une juste mesure, c'est pas que si un direct de l'égalisme de défense, je crois que ça a été moyen, genre par exemple l'humour ou conquérant face à des situations tragiques, cette jeune fille qui a vacciné, on va s'avenir, il va y avoir un surinvestissement quand même. Voilà, et de dire quand même, c'est pas sûr que ça crée une souffrance soignante, et c'est pour ça que c'est une hémorragie totale à la fois arrondie et dégagée. C'est important. L'éducation de ces tableaux voilà, ça c'est imposé comme une norme méthodologique de l'art à travers ça, pour peut-être que ce soit universel, etc. Et en tout cas, sur les vignettes cliniques, démopathos, etc. Mais sinon, à partir du moment où il y a la clinique et dans cette clinique-là de la relation de soi, le médecin a déjà. Oui, merci. Alors, je ne voulais pas
critiquer excessivement non plus nos médecins. Peut-être que le propos est peut-être plus particulièrement dirigé contre l'exclusion du discours du pathos comme discours. Et du coup, merci de corriger en disant, mais en fait, dans la réalité, en fait, il y en a. Mais du coup, enfin, moi, la chose à laquelle j'essayais de réagir, c'est un peu ce réflexe dès qu'on introduit le pathos ou la question de la compassion, de dire, oh là, mais tout ça, ça n'a pas sa place, etc. Tant mieux, et merci de dire qu'en fait, si, bien sûr, ça a sa place et tout, mais du coup, ce que j'aimerais juste produire, c'est un discours permettant qu'on puisse accepter le discours du pathos sans immédiatement dire que on va tout fragiliser si on l'introduit ou qu'on va tout romantiser, ou etc. Voilà, c'était juste ça. Et... Après, ça va dépendre le type de maladie, le type de spécialité. Il y a des chirurgiens qui sont extrêmement, on va dire, dans le pathos, alors que c'est des grands techniciens, des réalisateurs, même ils ont. Du coup, c'est hyper complexe, c'est très dynamique, et le discours, c'est dans la relation intime-familiale ou alors un discours médical qui va être ouvert à oui, à d'autres personnes. C'est absolument passionnant de pouvoir remettre cette question au cœur de la question, mais dans la société, c'est-à-dire qu'est-ce que nous impose la société aujourd'hui, à l'hôpital, clairement, on considère que là, oui, ça va sur l'exemple de la subjectivité, le biais des jugements, point de vue des erreurs, ça va très loin. Merci. On a un peu dépassé l'heure, alors peut-être qu'on va en rester là. Néanmoins, une information extrêmement importante avant de se quitter sur la séance prochaine, sur laquelle il y a plein d'erreurs qui se sont glissées dans les programmes. À nouveau, pardon. La séance prochaine, je vais parler cette fois-ci de soins et argent. Bon, et donc ça sera bien le lundi et pas le mardi. Donc ça sera le lundi 23 et non pas le mardi 24, comme ça on sait parfois. C'est bien à 17h30, ça sera le seul créneau horaire, sauf exception, mais là il n'y en a pas. Il y aura bien le lien Zoom aussi qui est possible, et ça sera le même lien Zoom, mais ça sera en salle Marie Curie, exceptionnellement. Toutes les autres séances sont dans Dupuytren, mais c'est en salle Marie Curie, c'est-à-dire, ça vous le retrouvez sur le site, normalement c'est B1, 3e étage, la salle Marie Curie. B1, 3e, salle Marie Curie. Le lundi 23, 17h30. Alors, j'ai aussi fait circuler là une liste sur laquelle vous pouvez mettre votre nom et très lisiblement votre mail, et du coup, sur lequel je réalimenterai avec le lien, etc. Et puis aussi, ça me donne le moyen, au cas où il y a un changement de dernière minute, de vous en prévenir. Merci. Je salue les personnes sur Zoom. Merci et au revoir.